Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le plaisir de recevoir Clémence qui va nous parler de son histoire avec son cheval Tinkas. Je ne sais pas vraiment comment introduire cet épisode parce qu'en fait si je l'introduis je le spoil. Donc je vais pas l'introduire et écoute, bonjour Clémence. Bonjour, Audrey. Donc comme dit je suis ravie de t'avoir ici. Alors tu te dissimules derrière le compte et derrière le blog Orcyclope. Oui, c'est ça. Bah écoute, si tu veux, je veux bien que tu te présentes aux auditrices qui ne te connaîtraient pas et que tu nous racontes qui t'es et comment t'as plongé dans le milieu équestre. Ah bah alors c'est une longue histoire. Alors bah moi je suis pas toute jeune déjà, hein, je fais partie des trentenaires, hein, j'ai 36 ans et dans la vie je suis professeure des écoles. Donc voilà, j'ai des petits-enfants de maternelle. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le monde du cheval, c'est pas mon métier et j'ai pas voulu en faire mon métier. À vrai dire, petite, j'ai voulu faire, être journaliste. Ça a pas matché parce qu'en fait, le jour où je devais passer un concours de journalisme, 3 jours avant, je me suis fracturé la main en tombant de cheval. Donc Oups! j'ai fini Oui, donc c'est difficile d'écrire. voilà, j'ai fini, par entrer dans l'école de professeur des écoles à Bordeaux et du coup, je suis devenue professeure des écoles et le côté journalistique m'a très bien plu dans ce métier-là. Donc c'est aussi un peu pour ça que, Orsi Clope est né, parce que j'avais, toujours cette envie de Mm. partager les choses et les expériences. Voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. C'est comme ça du coup qu'est né le blog. Ouais. Mais le blog, donc c'est du journalisme, mais c'est aussi du cheval. Donc comment t'en es arrivé aux chevaux en fait? Enfin, d'où est née ta passion pour les chevaux? Alors, mais je crois que ça a toujours été parce que quand on regarde les dessins que j'ai fait petite à 4 ans, il y avait déjà des chevaux dans mes dessins. J'ai eu des parents qui ont fait du cheval petit. Mais à 6 ans, mes parents m'ont demandé quel sport je voulais faire et je leur ai dit: «Je veux faire du poney» et ils m'ont inscrit au poney et ils ont fait une grosse erreur parce que, du coup, je passais tous mes week-ends au poney, jusqu'à ce que je fasse mes études, hein, clairement. Voilà, c'était ma deuxième maison, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment suivie dans tous ces projets-là et enfin, je les en remercie encore, hein. Qui m'ont jamais acheté de cheval parce qu'ils m'ont toujours dit: «Tu te l'achèteras quand tu auras les moyens de te l'assumer». Mais par contre, voilà, j'ai pu faire tout ce que je voulais et enfin, voilà, je me suis éclatée en club. J'ai eu un super club qui était vraiment sympa. C'était vraiment la bonne chose, quoi. Et j'ai levé le pied pendant mes études, où là, j'ai déménagé, enfin, j'ai fait mes études plus loin de chez mes parents et j'étais plus trop dans le centre équestre familial. Et j'essayais de faire de l'équitation dans des clubs autour de ma fac. Mais c'était vraiment très Mhm. impersonnel, c'était du clienteling, c'était en mode on vient, on monte, enfin c'était pas la même ambiance et ça me plaisait pas. Donc Ok. j'ai changé de sport, j'ai fait du water polo et là j'ai touché au haut niveau. J'ai fait des coupes d'Europe, des stages de sélection d'équipe de France et c'était aussi enrichissant et intense, donc c'était sympa. D'accord, donc ouais, le water polo. Donc t'avais quand même cet esprit, t'avais quand même un bon esprit de compétition. Parce que Ouais, c'était voilà. pas, je veux dire, si tu voulais pas de compétition, t'aurais été à la piscine le samedi et puis voilà. Voilà, c'est ça. Mais en fait, j'avais besoin d'un sport pour vraiment cracher mon jus hein, et puis me défouler. Mm. Et puis c'est comme ça, à la fac, on m'a parlé du water polo, j'y suis allée, et puis de fil en aiguille, j'ai gravi un peu les échelons, et je suis rentrée vraiment dans le haut niveau, et ça m'a plu, et ce côté un peu entraînement, gestion du sportif, parce que j'ai eu la chance de toucher à ça, voilà, de faire des stages à l'INSEP et tout, donc j'ai vraiment connu tout ça. Et je le retranspose, je me rends compte que je le retranspose sur mon cheval aussi. C'est-à-dire que je le prends vraiment comme un sportif de haut niveau et je gère un peu sa carrière, quoi. C'est vraiment ça. Comme moi, on Mm. gérait ma carrière de sportive à l'époque où j'étais au haut niveau en water polo. Et puis alors le water polo, moi, pour avoir tenté le coup, t'avais une bonne énergie quand même, t'avais beaucoup Ouais, d'énergie. c'est Parce ça. que C'est ça. parce que moi, j'avais fait de la natation et puis c'est vrai quand je suis allée à la fac, je me suis dit bah le water polo, ça peut être sympa. Et là, je me suis dit non mais attends, là il faut nager avec les épaules hors de l'eau, c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est très sport, c'est très intense, hein, voilà. Et donc du coup, est-ce que t'as fait partie de la team qui a acheté ton cheval avec ton premier salaire?
Avec mon quoi? Avec ton premier salaire? Non, pas du tout. Non, non, hein, Non? non. Alors après, donc après mes études, je suis partie en Île-de-France pour faire mon métier de prof des écoles. Donc j'ai tout lâché. Bon, j'ai continué un peu le water polo, mais c'était un peu à distance et du coup, c'était pas, c'était c'était galère quoi. C'était la galère parce que je faisais 1 heure de route pour aller m'entraîner. Je jouais pour Limoges, donc Île-de-France, Limoges, voilà, c'était compliqué. J'ai fait une saison et après ça a pas tenu. En fait, je suis revenue aux chevaux parce que j'ai rencontré mon chéri, dont le papa avait des D'accord. chevaux. C'est surtout ça. C'est qu'en fait, j'étais plus du tout dans les chevaux à ce moment-là. Enfin, en arrivant en Île-de-France, j'ai rencontré mon chéri, voilà, qui m'a fait, voilà. On s'est rencontrés et il m'a fait découvrir sa famille. Et dans sa famille, il y avait 2 chevaux, voilà, avec D'accord. son papa qui montait à cheval. Et du coup, il m'a remis un peu c'est lui qui m'a remis le pied à l'étrier. Parce que du coup, tes beaux-parents avaient des chevaux Voilà, ils ont toujours des et chevaux. montaient à cheval, Voilà. quoi. Voilà, et le week-end, j'allais monter avec mon chéri à cheval. Et puis progressivement, je suis montée avec mon beau-père à cheval aussi parce que il m'a enrôlée dans son délire aussi. Et voilà, lui, mon beau-père était plus branché reconstitution historique. Donc c'est aussi Ok. très particulier. Voilà, Ouais. moi qui étais un peu touche à tout, là j'ai découvert un autre truc encore d'un autre monde où on joue avec des sabres au milieu des canons et des fusils. C'était pas mal. Donc en mode Napoléon. C'était très intéressant, c'était une belle expérience. Après, je l'aurais jamais faite avec mon cheval. Et puis donc du coup, voilà, 1 an après ça, mon père qui décède et là, je perds pied. Je J'ai plus envie de monter à cheval parce que je sens une colère, une haine, une injustice qui m'envahit et j'avais l'impression de décharger toute cette haine sur les chevaux et je me suis dit, il la mérite pas. Et donc du coup, j'ai arrêté de monter les chevaux et c'est mon chéri, quoi, genre 1 mois après, qui voyait que j'étais 6 pieds sous terre, hein. Il m'a dit, pourquoi on n'achèterait pas un cheval à nous? Et je l'ai pris au mot. Je suis allée sur Cheval Annonce et j'ai regardé les annonces. Et là, je suis tombée sur un cheval et marqué Tinkas, assurance vie. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est son nom parce que j'avais un poster de Tinkas Boy et c'est le nom de son père dans ma chambre quand j'étais petite. Et je me suis dit, ah oui, je connaissais Tinkas Boy. Et c'est ça. Et le mot assurance vie, au moment où en fait, j'avais plus de goût à la vie, je me dis, mais il va peut-être me redonner goût à la vie. En fait, moi, je voyais pas le côté assurance vie en mode c'est un super cheval de concours qui va partout, qui va toujours de l'autre côté. Moi, je voyais plutôt c'est un cheval, oui, c'est mon assurance vie à moi dont j'ai besoin pour vivre en fait. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis devenue propriétaire en fait, hein. Donc au moment-là, pas spécialement d'ambition de compétition. Enfin, tu voulais un cheval presque thérapeute, on peut dire. Ouais, mais alors c'était inconscient. Je m'en étais pas rendu Ouais. compte et là je m'étais dit ouais je veux un cheval mais je veux un cheval de sport pour faire du sport parce que je voulais revenir un peu à ce que je faisais, Ok. la reconstitution historique. Mon beau-père il avait un Lusitanien, voilà super qualiteux et tout, mais moi j'étais pas très dressage à l'époque et je voulais vraiment mon cheval à moi à façonner. Et comme j'avais fait des concours hippiques avant, je dis bah, là maintenant je vais vraiment faire ce que je voulais faire jeune, Mm. voilà, et je vais refaire le concours hippique avec un cheval, bien sûr pour faire ça, mais pour tout faire aussi, parce que dans la recherche, il fallait aussi que mon chéri puisse le monter les yeux fermés, quoi. Il fallait que ce soit un cheval à tout faire. Donc voilà, c'était ce que je recherchais. Donc il avait quel âge quand tu l'as acheté? Il avait tout juste 8 ans. Voilà, il allait avoir 8 ans quand je l'ai 8 eu. ans. Ouais. Donc tu l'as acheté en 2015, c'est Ouais, ça, c'est ça, 2016? 2015, ouais, janvier 2015. Je l'ai essayé en décembre Ok. 2020, 2014 et on l'a pris à l'essai 1 semaine en janvier et puis on a validé l'essai, quoi. Donc il avait 8 ans et il est rentré dans vos vies. Voilà. Donc dans la vie de ton conjoint pour en faire un cheval peut-être de balade, de loisir, et toi dans ta vie pour faire du sport, c'est ça? Voilà, en fait, c'était pour faire la transition. Mon conjoint avait le cheval de son père qui commençait à prendre de l'âge, donc ça nous a permis de faire un tuilage, c'est-à-dire qu'on partait en balade avec son cheval à lui Mhm. et moi j'avais mon cheval, Tinkas, et au fur et à mesure, je lui passais Tinkas et le but c'était que moi j'en reprenne un autre après plus jeune au fur et à mesure. Ok,
C'était ça l'idée de base. Bah, on voyait venir, mais on se disait on voulait 2 chevaux pour faire de la balade ensemble, parce qu'on aimait bien faire des balades ensemble et enfin, des balades, c'était plutôt des randos, Mmh. mais on faisait des bonnes balades. Mais le but, c'était de passer des moments ensemble et c'est vrai qu'à 2 chevaux, c'était bien, on avait connu ça et mon chéri m'a plutôt dit ça plutôt pour moi me remettre sur pied plutôt, c'était vraiment ça, c'était, Mmh. si tu prenais un cheval à toi parce que voilà et ça m'a remise dessus, ça m'a remise dedans et c'est surtout pour ça, quoi. Et donc, bah, jusqu'où vous en étiez arrivé avec Tinkas? Qu'est-ce que vous faisiez avant 2022, entre 2015 et 2022? Comment s'est passé un peu, On a fait beaucoup de choses. Si on avait pu faire de l'endurance, je pense qu'on en aurait fait. Parce que moi, j'en ai fait à une époque et j'aurais bien aimé en faire, mais en Île-de-France, c'est compliqué. Il n'y a pas toujours tout, alors c'est des grosses épreuves. Mais on a tout fait. On était des touches à tout, des vrais crash testeurs. Voilà, moi je trouve important d'avoir un cheval polyvalent. Il faut qu'il sache tout faire. Je suis pas fermée à une discipline. Bon, c'est sûr, on a fait du CSO parce que c'était sa discipline à lui quand je l'ai acheté. C'était aussi un peu la mienne de prédilection. On a fait plein de concours. Voilà, j'ai tout repris. On a commencé en club 1, club élite, pour après finir sur des 120, quoi. mmh. Donc c'était vraiment génial. En 2-3 ans, on a eu une énorme marge de progression. Ouais, Lui savait déjà son métier, moi il a fini de me former en fait au final. OK. Et c'est ça qui était bien. Voilà, après on a aussi fait du trek, on a fait plein de choses. J'ai même fait du tir à l'arc avec lui. Après je me suis mise un peu au travail à pied. Et puis un jour, en discutant avec une copine qui m'a dit: «Ah tiens, il y a un derby cross à Grosbois, ça pourrait être sympa et tout, toi qui aimes bien.» Et puis je me suis mise à faire des derby cross, mais sauf que pour faire ce derby cross à Grosbois, il fallait être qualifié en CCE au moins une fois. Il fallait un CCE D'accord. par an. Et je lui dis: «Bah, vas-y, il en reste un avant le derby cross de Grosbois, je le fais.» Et je l'ai fait au pied levé. Et là, j'ai découvert mon cheval, mais d'une autre façon. Et j'ai dit, mais il est génial. On a gagné cette épreuve-là. On a fini champion de Seine-et-Marne, donc c'était en plus un championnat départemental. Et mais il était extraordinaire. En plus, le parcours de cross était pas facile du tout. C'était au niveau championnat, enfin. Bah voilà, et puis c'était vallonné, les sols étaient pas forcément parfaits partout, et il y allait, il y avait des gros obstacles, et même je lui disais: «J'ai peur, on y va quand même, mais j'ai peur.» Et il y allait, quoi. Et je lui dis: «Mais mon cheval, c'est un warrior, quoi.» Et il me sauvait tout, et j'ai senti vraiment que c'était une assurance vie, et que jamais, je sentais que jamais il me mettrait en danger. C'était pas le genre de cheval à sauter coûte que coûte, quitte à pas nacher, quoi. Je sentais vraiment que s'il sautait, c'est que c'était sûr. Mmh. S'il sautait pas, c'est que c'était pas sûr. Il y a une fois, il s'est arrêté sur un fixe. Ça m'est arrivé, mais c'est parce que vraiment l'abord était pas top et c'était en descente. Il s'est arrêté et je lui dis, ben en fait, je dis merci cheval parce que ben oui, t'as raison. Moi, je préfère qu'on fasse une volte et qu'on reprenne. Et voilà. Donc j'ai vraiment senti que c'était vraiment le cheval assurance vie et qu'il faisait vraiment attention à moi, coûte que coûte, quoi. Là, pour le coup, oui, ben, ce qui avait marqué sur son annonce, cheval assurance vie, c'était vrai, quoi. C'est vrai. Il te sauvait quand il fallait, mais en même temps, il te sauvait pas non plus, Voilà, quitte il à était souffrir plus vraiment là tard. quand il fallait et il nous mettait pas en danger non plus. C'est-à-dire que si je l'amenais mal, il était capable de me dire: «Non, on n'y va pas.» Ouais. Donc c'est ça qui était bien. Voilà, il était vraiment super et moi j'ai aimé aussi ce côté complet tu arrives le matin, même si tu te lèves à 5 heures, ben tu as 3 épreuves et en fait, c'est comme du triathlon, c'est un combat contre toi-même, quoi. Tu te bats pas contre les autres, t'as pas ce côté du je vais être plus fort que toi, je vais tourner plus court, quitte à péter Mmh. une dent à mon cheval. Ben non, je vais te montrer déjà, je sais bien monter mon cheval, il a des belles allures, il présente bien, enfin, c'est important. Il a un bon équilibre. 2, il sait faire un bon parcours en CSO, voilà. Et 3, ben, en complet, il a le mental, il y va, il a l'endurance. C'est vraiment ça. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, quoi. C'est au-delà de gagner, même à la fin, bah, je ne les gagnais pas, les CCE, parce qu'au final, quand on commence à en faire vraiment avec des gens qui en font, bah, c'est plus difficile de gagner qu'un CSO, hein. Il y a beaucoup de facteurs chance et voilà, faut être bon partout. Donc c'est compliqué. Mais toujours est-il que vous vous éclatiez du coup dans cette discipline. Ben voilà, on a commencé à se dire, ce serait pas mal. Du coup, en 2022, je me suis dit, on va vraiment se mettre au CCE parce qu'au début, je continuais le CSO et je faisais un CCE une fois de temps en temps pour faire un derby cross. Enfin, en gros, je faisais un CCE, un derby cross. En gros, c'était ça. Mais j'avais pas le temps de faire plus parce que ben, j'étais pas forcément bien encadrée et tout. Donc, je voulais pas non plus
aller au casse-pipe, parce que je sais très bien que c'est une discipline on peut casser un cheval. Et du coup, en 2022, je me suis dit, je vais prendre un coach, un CCE, qui fait que ça et qui prépare bien les chevaux pour ça, et aussi les cavaliers. Parce que voilà, si je voulais vraiment rentrer dans la gamme amateur du CCE, il fallait vraiment que je fasse ça. J'avais commencé à travailler bien avec lui. On avait d'abord le dressage tout l'hiver et tout, puis on avait fait quelques petits stages de cross. Et même mon coach me disait, il est génial ton cheval. Et voilà, mais du coup, comme il s'est fait une fracture, on n'a pas trop pu faire de concours, quoi. Enfin, c'était pas génial, quoi, parce que voilà. Écoute, Donc ça s'est un peu avorté. ça vient le moment où je vais te demander de nous raconter justement ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé ta journée? Alors, c'était au printemps, il me semble, non? C'était au mois de mars, mais alors en fait, on sait vraiment pas vraiment. On peut même pas définir vraiment comment il s'est fait ça exactement. Ce week-end-là, j'étais en concours à Fontainebleau en complet. C'était bien, parfait, pas de problème. Le problème, c'est que je fais un abandon sur le cross parce que je pète une reine, Ok. donc j'arrête. Donc du coup, je descends de cheval, et je pète ma reine, je ramène mon cheval. Et comme j'étais à Fontainebleau, j'étais pas loin. Il y avait une copine qui m'avait hébergé mon cheval pour le week-end, comme c'était, fallait se lever à 5 heures, j'étais arrivée la veille, et du coup, donc j'étais revenue chez elle plus tôt. Puis je mets mon cheval au paddock et il a dû faire le con. Voilà, il a glissé et il a dû se rattraper fort sur l'autre postérieur et ça a fait crack. Donc c'est vraiment la faute à pas de chance. Donc, c'était au paddock, en fait. Ouais, en liberté. Tout seul comme un grand, quoi. Tout seul, voilà, tout seul comme un grand. Il faisait le zozo et à un moment donné, je le vois plus bouger dans le pré et il est en mode statique. Et je dis là, mon cheval, il va pas. J'étais en train de boire le café avec ma pote et je dis, bah, mon cheval va pas. Donc vous avez pas vu l'accident? Non, enfin, on suppose qu'il a glissé parce qu'il avait des traces, un peu de boue et tout ça, enfin voilà. Ouais. Donc on sait pas trop et moi ce qu'on pense c'est que voilà, il a glissé, il s'est rattrapé fort sur un postérieur ou un mauvais Mm. virage, enfin voilà. Donc Mais vous l'avez pas vraiment vu, vous avez juste vu qu'à un moment donné, il était dans son paddock, ça allait bien, et puis après, voilà, et il était en mode la patte en l'air ouais. et là j'ai dit ça va pas, mon cheval ça va pas, il est sur trois pattes, ça va pas. Et donc du coup ma pote elle appelle un veto mais qui est pas forcément un veto hyper spécialisé équin, qui fait un peu de tout d'urgence pour venir parce que c'était un dimanche bien sûr. Mhm. Et là je dis ça va pas, j'essaye de lui prendre un antérieur, il veut pas me donner un antérieur pour poser le postérieur, je touche, il y a rien. Je dis ça va pas, il va pas. Il me dit mais non, mais t'inquiète pas. Pour moi, ce jour-là, c'était affreux parce que le voir sur trois pattes, direct, je dis je vais devoir le piquer. Je dis je vais devoir le piquer, c'est sûr. Elle me dit mais non, il s'est bloqué la hanche et tout ça. Je dis non, non, il pose pas le pied, je peux pas lui prendre un antérieur. Ça, c'est le vétérinaire qui te dit il s'est bloqué la hanche? Non, bah, c'était ma copine qui m'a dit C'était ton ami qui essayait de te rassurer. voilà, de rassurer. Mais non, il s'était Mm. bloqué la hanche et tout. Puis bon, le veto arrive. Bon, il est arrivé rapidement. Et du coup, on essaye de faire avancer le cheval. Bon, il était raide, mais ça passait. Il posait pas la patte. Il était vraiment sur trois pattes. Donc, ça fait vraiment bizarre de voir un cheval marcher sur trois pattes. Et puis surtout, c'est le postérieur. Donc, lever le postérieur, rester en appui devant, c'est vraiment compliqué comme démarche. Et là, le veto l'ausculte me dit ah bon, ça n'a pas l'air d'être une fracture, mais c'était de niveau tendineux. Bon, ben, vous le ramenez chez vous, on met un animal index et puis c'est bon. Je dis mais là je dis non. Hein. Je dis comment je le gère au niveau de la douleur, comment je fais quoi et demain matin je fais quoi? Demain on est lundi, moi je travaille. Comment je fais si mon cheval il va pas? Tu n'étais pas, enfin, t'étais à combien de temps de chez toi? Ah ben là, j'étais à 1h30 de route de chez moi. Je dis, c'est pareil. Je dis, donc elle me dit, là, vous le ramenez et tout ça. Et je dis, voilà. Et je dis, non, là, je le gère comment et tout. Il est déjà 18h30. On fait comment? Et du coup, ma pote, elle me dit, bah, on appelle Damary, on l'amène à Damary, on est à côté, on a 15 minutes. Et je dis, ah ben oui, on n'a qu'à faire ça. Donc, on va juste préciser, c'est Damary Lélis, c'est une clinique équine spécialisée. Voilà, juste à côté de Fontainebleau, quoi, qui est à côté. Et la veto m'a dit c'est peut-être tendineux ou quoi. Je dis, de toute façon, si c'est tendineux, faut le prendre en charge. S'il a une déchirure du Ouais. ligament, c'est pareil qu'une fracture pour moi. Donc, je lui dis faut le prendre en charge. Donc, Donc là, vous l'emmenez du on coup. appelle Damary, ouais. On l'emmène. La veto lui met un animal index avec, pour chauffer le membre et pour le garder un peu chaud et autour d'une bande. On le serre au maximum dans le vent, c'est-à-dire qu'on a tout mis en taille poney. Ok.
Voilà, on l'a attaché partout des côtés, sur tous les côtés pour pas qu'il bouge. Il était attaché à 3 points avec la longe, il pouvait plus bouger la tête, plus tourner. Et on a pris l'itinéraire le plus smooth pour aller à Damary, à la clinique. Et là, ouais, on a roulé à 30 km/h. Donc en gros, pour faire Fontainebleau-Damary, on a mis 45 minutes presque. Alors que normalement, c'est un quart d'heure. Voilà, alors qu'il n'y a pas beaucoup, voilà, c'est un quart d'heure. Donc, voilà. Et là, je dis merci la voiture hybride qui met pas d'à-coups, rien, dans les ronds-points. Mais c'était vraiment là, j'étais déjà en larmes, hein. Je me dis, je l'amène, mais pour moi, enfin, j'avais l'impression de l'amener à l'abattoir. Je lui dis, de toute façon, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Je gardais un peu la face, mais intérieurement, je me disais, je le sens pas, quoi. Et tout le monde me disait, mais non, mais ton cheval, il va bien. euh. On arrive à la clinique, on avait prévenu la clinique, et donc les vétos arrivent, et il commençait déjà à faire nuit, parce qu'on n'avait pas encore changé d'heure en plus. Il commençait déjà à faire nuit, et là, le cheval, il veut pas descendre du vent. Et là, je dis, mais oui, c'est normal. Bah, il peut pas s'appuyer, donc en marche arrière. Donc là, il a fallu qu'il y ait 3 vétos qui le portent un petit peu par la cuisse pour lui éviter de poser son postérieur parce que la descente était Ok. compliquée. Et puis il avait un peu refroidi aussi, il n'était plus dans la chaleur du choc. Il Ouais. n'avait plus l'adrénaline du moment, hein, c'est comme nous, hein. Et là, là, pour faire les 100 mètres du vent jusqu'à la salle de radio, et j'ai dit, mais c'est catastrophique, là, mon cheval, ça va pas. Et j'ai vu la tête des vétos qui m'ont regardé, genre, ça pue. Et j'ai dit, Ouais, non. les vétos te confirmaient grosso modo que ça sent Voilà, pas bon. et leur tête, ils avaient pas le sourire, les vétos. Ils ont dit ça pue. C'était pas, vous inquiétez pas, d'ici 2 semaines, il remarche, Ah quoi. non, là, ils m'ont pas dit un mot. Ils m'ont rien dit, là. Ils m'ont rien dit. On l'amène en radio, on fait les radios. Tac, ils l'ont sédaté pour mettre la radio comme il faut. Et là, enfin, en plus, quand ils l'ont sédaté, j'ai eu peur parce qu'il s'est mis de suite à suer. Et je savais pas que c'était une réaction à la sédation. Mm. Et j'ai dit, là, il sue, il transpire, il transpire. Et ne vous inquiétez pas, c'est la sédation qui fait effet. Et voilà. Et du coup, ils ont fait la radio. Et au bout du deuxième cliché, ils ont dit, bah, c'est une fracture. Et alors là, tout Donc, s'est effondré, c'est quoi. une fracture de où? De la première phalange, c'est-à-dire le cheval sur son pied, il y a 3 phalanges. Donc la P3, on la connaît bien quand on est pieds nus. C'est celle Mhm. qui fait la fourbure. Après, il y a la P2 qui est juste au-dessus. Et celle en dessous du boulet, c'est la P1. Voilà, donc lui, il s'était fracturé la P1. Et du coup, il m'a dit, c'est une fracture. Et de suite, il a vu ma tête, il a dit, mais j'ai un bon pronostic pour cette fracture, parce qu'elle n'était pas éclatée. En gros, le seul truc qui avait un peu chiant, c'est qu'elle était en spiralaire. C'est-à-dire que l'os s'est pas fendu de manière droite, il s'est fendu en faisant une rotation autour de la P1. Voilà. Et donc, il m'a dit, c'est opérable, on met 2 vis, et c'est un beau pronostic. Et voilà. Et je lui dis, mais moi, je veux pas savoir si je veux refaire du sport avec. Et j'ai dit de suite, je veux savoir s'il marchera sur ses 4 pattes normalement, sans être handicapé, quoi. Je lui dis, si c'est pour avoir un cheval qui est bancal et qui va avoir des surpathologies après ça, je sais pas si je pourrais l'assumer émotionnellement parlant, de le voir comme ça. Donc toi, là, émotionnellement, t'es en train de juger si tu fais euthanasier ton cheval ou pas. Ouais, là, totalement. Voilà, c'est une question que je m'étais toujours posée. Ah, si un jour je dois faire piquer mon cheval, qu'est-ce que je ferais? Et quand on se pose la question, on se dit, ouais, c'est bon, je saurais ce que je ferais. Mais là, je savais pas. Je savais pas. J'ai appelé mon coach, j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit, je fais quoi? Comment? Et j'étais perdue. Je lui ai dit, ça va coûter cher. Et pourtant, et même s'il était assuré, je savais que l'assurance prenait une partie. Mais je lui dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment, voilà. Je me suis vraiment posé la question, mais bon, on se la pose pas longtemps, parce qu'on est devant le fait accompli, on voit son cheval, j'avais sa tête dans mes bras, et je me dis, je peux pas l'abandonner, je peux pas. Ce cheval, pour moi, m'a sauvé la vie, en fait, par rapport à comment il est arrivé dans ma vie, il m'a sauvé la vie, ce Mm. cheval. Donc je lui dis, je lui dois au moins... Je lui dois au moins de vivre comme un tonton de poulain dans un pré, je lui dois au moins ça, quoi. C'est la dette que j'ai envers lui. Et j'ai dit, bah, voilà, quand mon chéri m'a dit, vas-y, fonce, j'ai dit, bah, on y va. On y va. T'as Donc, eu, les vétérinaires t'ont laissé du temps pour réfléchir ou ils t'ont demandé oui, une réponse ils rapide? m'ont dit, voilà, ils m'ont laissé le temps, voilà, ils m'ont dit, on gère sa douleur.
Et en fait, Mhm. là, en fait, c'était le veto des urgences, en gros, qui m'a accueilli. Ok, Le chirurgien, je l'ai eu le lendemain au téléphone, parce que le chirurgien fait plusieurs cliniques. Donc, lui, voilà, d'accord. le veto urgentiste m'a donné son pronostic. En général, on fait ça, ça, ça et ça. Si vous voulez l'opérer, on peut l'opérer. Si vous l'opérez pas, il m'a dit ça peut se rétablir, mais on sait pas trop. Voilà, moi je voulais être sûre, quoi. Je voulais pas dire je l'opère pas, je le ramène dans un plâtre et non, je voulais pas faire ça. Ils t'ont laissé la possibilité de ne pas opérer. Enfin, il y Oui, avait la je pouvais possibilité. dire on n'opère pas et on laisse en plâtre, mais par contre on sait pas s'il remarchera normalement. D'accord. Donc je prenais un gros gros risque et là je dis non, je le prends même pas, quoi. J'ai même pas pensé à cette option du coup. Et donc, du coup, il fallait attendre en fait le lendemain pour avoir vraiment l'avis du chirurgien, c'est ça? Bah, moi, j'ai déjà fait les papiers avant en partant, c'est-à-dire D'accord. que je dis de toute façon, je l'opère. J'avais déjà décidé, j'ai dit je l'opère. Ok. Dans tous les cas, je l'opère. En fonction de ce que dit le chirurgien, si le chirurgien est d'accord sur le pronostic, je l'opère. Et du coup, bah, voilà, j'ai dû partir à un moment donné, hein. Il était presque minuit à la fin. Laisser le cheval, faire les papiers, où on signe toutes les décharges, on signe un devis de, de combien ça va coûter. Donc on sait, on signe, on dépose une caution aussi en carte bleue, hein, on lâche déjà des sous. Ouais. Voilà, donc déjà ça émotionnellement de se dire bon, voilà, je me prépare, on lit les papiers sur l'anesthésie en disant qu'ils sont pas responsables, si machin, truc, bidule et tout ça. Enfin, comme pour nous humains, toutes les décharges qu'on signe nous quand on est humain, hein, tous les risques. Donc, c'est-à-dire, enfin, il y a quand même le risque qu'en effet, il supporte pas l'anesthésie, qu'il décède pendant l'opération, Ou que la chirurgie se passe pas comme il faut, ou que le cheval au réveil il se tue. Enfin, voilà, il y a toutes ces petites lignes qu'on lit qu'au et réveil, il panique, il se tape la voilà, tête, que l'opération, comme tu dis, en fait, voilà. une fois qu'ils ouvrent et qu'ils voient vraiment ce qui se passe à l'intérieur, ce soit peut-être pas si opérable que ça. Et voilà, ou qu'il y ait des complications Mhm. derrière, post-op et tout ça. Donc vraiment tout ça, on les lit, on signe tous les papiers, lui est approuvé et tout ça. Et ça fait un coup, on laisse les papiers du cheval sur place, on se dit, ça se trouve, et puis revenir le vent vide, ça c'est dur Ah de ouais? revenir avec, à la maison avec le vent vide, de vider les affaires de concours de la journée, du week-end, et voilà, et d'avoir le vent vide, et puis de se dire, bah ouais, et puis demain, il faut que j'aille bosser. Mm. Il faut que j'ai la tête pour aller bosser, et voilà. Alors là, c'était dur aussi. Mais ouais, il y a tout ça, hein. On est dans une phase. Ouais, c'est quasi comme si on avait quelqu'un qu'on allait voir mourir, hein. On s'y prépare, hein, directement. On se dit, ça se trouve, voilà. Moi, quand ils m'ont dit, bah, faut y aller, le cheval, on va le préparer pour le mettre au box, on va lui faire son plâtre, tout ça, faut le laisser et tout ça. Je lui ai supplié, je lui ai dit, surtout, tu t'en sors, quoi. Je lui ai dit, tu t'accroches, j'ai pas arrêté de lui dire ça, quoi. J'ai vraiment. Je l'ai supplié de s'en sortir. Vraiment, c'est. Et je lui ai promis, je lui ai dit, après, on fera tout ce que tu voudras. Mais vraiment, Ouais, au voilà, moment. c'était. Je lui dis, je te demande une chose, c'est de survivre. Parce que voilà, je savais que l'anesthésie, ça me faisait peur d'anesthésier un cheval. Voilà quoi. Ma mère ayant bossé, enfin, ayant été anesthésiste, c'est. Je sais que déjà pour l'homme, les anesthésies, c'est pas anodin, mais pour les animaux, c'est encore plus dur. Et je sais que le réveil, c'est une période hyper charnière et ça me faisait vraiment peur. C'était pas la chirurgie qui me faisait peur, c'était l'anesthésie. Je dis là, on va l'anesthésier. Généralement, il va s'endormir, il va se réveiller, il va peut-être pas bien se réveiller, il va peut-être se faire mal en se réveillant et on va peut-être devoir le piquer en me disant euh, parce que bah, il s'est pété l'autre jambe. Et du coup, voilà. Et on sait pas comment ils réagissent, c'est des animaux et ils sont pas au courant. Ouais. Déjà, avec des humains, c'est compliqué parce que les humains réagissent pas très bien au réveil, ils sont perdus, ils savent pas où ils sont. Il y en a en effet qui paniquent au réveil, alors que les humains, on leur dit rapidement, vous êtes à l'hôpital, ne vous inquiétez Voilà, pas, ouais. rappelez-vous, on vous a endormi, vous êtes en train de vous réveiller. Le cheval, c'est pas possible de lui dire ça. Non, c'est pas possible. Moi, j'essaie de lui dire à ma façon. Je fais pas de communication animale, mais je crois que là, j'ai cherché tous mes dons de communicante Ouais. pour pouvoir lui dire. Et je pense qu'il l'a un petit peu entendu parce que, voilà, vraiment, voilà. Donc, je l'ai supplié avant de partir et je suis partie avec le vent vide, quoi. Voilà. Et je suis rentrée à la maison et là, voilà, j'ai pas dormi, hein. J'ai pas dormi pendant 3 jours de toute façon. Voilà, j'ai attendu l'appel du chirurgien le lendemain, qui m'a appelé pour me dire bon, c'est bien une fracture de la première phalange. Alors, ce qui est marrant, c'est que les chirurgiens, c'est
c'est des mécaniciens en fait, hein, ils font de la mécanique, hein, voilà. Donc ils sont très neutres dans leurs sentiments. Et nous, on a eu une foule d'émotions la veille. On se dit là, vous avez mon précieux cheval entre vos mains, s'il vous plaît. Et eux, ils te racontent ça comme si c'était la voiture qui était en révision, quoi. Bah, en fait, non, hein, c'est pas la durite qui a pété, je m'en fiche, hein. Moi, c'est vraiment mon cheval. Donc il me dit oui, c'est une fracture, bon, ça s'opère, je peux vous le faire ça demain. Je dis oui, oui, on fait ça demain, il n'y a pas de problème, on fait ça, je signe, voilà. Donc il m'a fait tous les papiers du coup pour l'assurance, etc. Voilà, donc on a tout fait, toutes les démarches. Là, il faut que je demande l'autorisation à l'assurance de l'opérer, parce que c'est pareil, c'est une chose à savoir, c'est que quand on a un cheval assuré, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut. Du coup, t'as contacté ton assurance, seulement le lundi après avoir eu l'avis du chirurgien? Alors en fait, ça s'est bien goupillé parce que la clinique a pris en charge des choses. C'est-à-dire que quand j'ai fait les papiers le soir en laissant mon cheval à la clinique, là, le dimanche soir, on a un encart où on signifie si le cheval est assuré ou non, si oui, à quelle assurance. Ok. Eux, après, ils contactent de leur côté l'assurance et nous, on doit quand même ouvrir un litige, comme si on avait cassé une voiture en Mhm. fait, euh, où on dit, voilà, mon cheval s'est cassé, dans telle circonstance, on fait une déclaration, le veto fait sa déclaration, donc D'accord. ça vient conjointement. Et le veto dit ce qu'il préconise, et après l'assurance dit oui ou non pour opérer, parce que à mon avis, ils ont aussi des vétos dans leur équipe qui dit oui c'est faisable, non c'est pas faisable, etc., Ils ont etc. ils ont des Donc du vétérinaires coup, conseils. Ça s'appelle un vétérinaire voilà, conseil, c'est ça, comme c'est ça. comme un Et garagiste conseil, voilà, comme c'est un ça, mécanicien ils conseil. disent oui, voilà, donc du coup, mon cheval étant couvert pour ça, je dis bon, ça marche. Et donc l'assurance avait donné le feu vert pour l'opération. Et sur ça, enfin, je les en remercie parce qu'ils ont été super réactifs, hein. J'ai envoyé le papier par mail, 1 heure après j'avais le retour, c'est ok. Donc ça c'est bien parce que on peut pas, on laisse pas traîner les choses, quoi. Donc ça, c'est le lundi. Donc le lundi, en gros, c'est l'avis du chirurgien. Voilà, le lundi, on valide le fait qu'il se fait opérer le lendemain. Donc il se fait opérer le mardi. Voilà, on m'explique, il va être opéré, on le rentrera en salle d'anesthésie à midi, et voilà, l'opération dure 5 Ouais. heures, donc c'est pas une petite opération, et donc du coup, après, il sera réveillé, normalement, vers 16-17 heures, il sera réveillé, et après, ce week-end, vous pourrez revenir le chercher. On m'a dit ça. Très, très J'ai dit, bien. bon, bah, très bien, j'irai le chercher ce week-end, très bien, parfait, génial, opéré mardi, moi ça tombe bien, comme je suis prof, le mercredi, je peux aller le voir après l'opération. Très bien, voilà, j'étais un peu, le lundi en gros, ça a fait montagne russe. Le lundi, Ouais. j'étais soulagée, c'est bon. On va le sauver. Demain, il est opéré. Samedi, il rentre. Voilà, tout va bien se passer, il est opéré, voilà, je le vois Mm. mercredi, Il est entre de samedi, bonnes mains. dimanche, il rentre à la maison, et voilà, c'est bon, j'étais, hop, ça allait mieux. Donc j'ai pu dormir de Mhm. lundi à mardi, du coup. J'avais pas dormi de dimanche à lundi, j'ai pu un peu dormir. Donc là, ça allait mieux. Et vient le mardi, mais alors là, le mardi, mais je crois que c'était le pire jour de ma vie, hein. J'étais stressée dès 8 heures du matin, j'arrêtais pas de penser à lui. Alors là, il doit prendre son petit déjeuner. Non, même pas, il prend pas son petit déjeuner, vu qu'il est à jeun. Enfin, il doit être dans le box. Voilà. À 11 heures, je me dis, là, ils vont commencer à lui faire les nattes dans la crinière, à le tondre au niveau de l'encolure pour faire l'intraveineuse et tout. Je commençais à me faire tout mon petit film pour me dire, je suis avec lui, quoi. J'avais vraiment besoin de visualiser. Et, euh, et après toute l'après-midi, j'avais la boule au ventre, mais vraiment, mais comme si c'était moi qui allais me faire opérer. J'avais vraiment Et tout le un temps là, tu stress, un travailles. stress. Donc je fais ma journée. Tu es avec tes Et oui, je élèves. travaille, ouais. Alors je fais ma journée, mais ouais, mais heureusement. Heureusement, si ça avait été un jour où je travaillais pas, je pense que j'aurais été capable d'être dans la clinique, hein, au moment où Mm. il le faisait. J'aurais été capable d'être sur place. Mais d'un côté, ça m'a un peu aidé à faire vite passer le temps de travailler. Mais là, j'avais la boule au ventre. Et puis quand je finis ma journée à 16h30, je regarde mon téléphone, je dis pas d'appel. Bon, j'attends une demi-heure pour les appeler. Ils m'ont dit vers 17h, c'est bon. Ok, j'appelle à 17h. Je lui dis, bon, mais je prends des nouvelles de mon cheval, il s'est fait opérer d'une fracture avec le docteur machin. Oui, bah il est toujours en salle de réveil. Ok, enfin oui, non, il vient d'en rentrer en salle de réveil. Donc salle de réveil, ça veut dire qu'en fait, il vient d'être opéré. Ça veut dire l'anesthésie, Mhm. la chirurgie s'est Mais il dort terminée. toujours.
Et là, il est en train d'être réveillé. Voilà. C'est-à-dire qu'ils diminuent les opiacés. Enfin, ils ont diminué les opiacés pour que... Et chez les chevaux, c'est une salle qui, du coup, est assez impressionnante. Enfin, c'est une salle qui est capitonnée. Ouais, c'est tout caoutchouté, capitonné. Enfin, voilà. Donc, Mm. pour pas qu'ils se fassent mal, ils sont tenus par une poulie. La longe, elle passe dans une poulie très haut pour pouvoir l'élever. Voilà. Donc, je rappelle vers 19h. J'ai pas de rappel. Je dis, bon, je rappelle vers 19h. Je vais prendre Mm. des nouvelles de mon cheval. Ouais, ça va? Il est sorti de réveil? Non, non, toujours pas. Ah, ah bon. Bon, bah, j'ose pas trop en demander parce que moi, je suis plutôt du genre à pas vouloir déranger les gens. Normalement, ils savent ce qu'ils font. Et je leur dis, bon, bah, T'es toujours en confiance. voilà, je dis, bon, bah, vous me Ouais. rappelez quand c'est bon. Voilà, je dis, vous me rappelez quand c'est bon, parce que je me dis 19h, là, je vais les déranger à des heures Mm. pas très catholiques, quoi. Donc, je dis, bon, oui, oui, vous inquiétez pas, on pense à vous. Dès qu'il est dans son box, on vous appelle. Ok, très bien. C'est long. Voilà, et puis il est 20h, 21h, 21h, là, moi, je suis en mode, je suis une boule de nerfs devant la télé, j'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit, c'est impossible. Et là, mon conjoint me dit, mais vas-y, Mm. appelle, ils ont oublié de t'appeler, c'est sûr, voilà. J'appelle, je dis bonjour, je viens prendre des nouvelles de mon cheval, alors qu'en plus l'équipe a changé, donc j'ai une autre personne. Il dit non, non, il est toujours en salle de réveil. Je dis mais c'est Ouais. normal que ça dure aussi longtemps le réveil, parce que alors, de 17h jusqu'à 21h, je me disais ça fait quand même longtemps, le cheval il est couché depuis midi. Est-ce que Je me c'est dis mais normal? mince, c'est pas ce qu'il faut normalement, métaboliquement parlant, c'est pas ce qu'on recommande. Et quand je demande à la secrétaire, est-ce que c'est normal qu'il soit aussi longtemps en réveil? Et il me dit, Ah, ça peut, en mode ah, les lèvres un peu c'est serrées comme possible. ça. Là, je dis, ça pue. Je dis, bon, ben, vous me rappelez. Je dis, voilà, j'y raccroche. Et là, je fonds en larmes. Je dis, je le sens pas. Je dis, c'est mort, il y a un truc Mm. qui se passe pas bien, ils veulent pas me le dire. Et je dis, ils vont m'appeler pour me dire, on n'arrive pas à le réveiller, ou il y a un truc qui va pas. Et il faut le piquer. Et j'avais trop peur, trop peur, trop peur, trop peur. Et là, j'étais inconsolable, vraiment, tout s'effondrait. Déjà là, ça commençait à s'effondrer. Tout le stress de la journée que j'ai pas pu évacuer en plus. Et je suis là, je suis encore stressée. Donc c'est vraiment, Mm. c'est dur quoi à vivre émotionnellement. Et à 22h45, il y a le chirurgien qui m'appelle. Et il me dit, bon, toujours en mode mécanicien. Mais on sentait le mécanicien, il y avait une couille dans le potage. Le mécanicien, mais il y a du gasoil à la place de l'essence, quoi. Voilà. Il me dit, voilà. Il dit, bon, la Mhm. chirurgie s'est très bien passée. J'aime bien le côté positif, voilà. Par contre, votre cheval nous fait de grosses complications à l'anesthésie. Je fais, c'est-à-dire, ah ben, il n'arrive pas à se lever, il est toujours couché, il a de la mousse qui sort des naseaux, il a du mal à respirer. Bon, je vous cache pas, on n'est pas serein. C'est qui tout double? Ah, d'accord. Et là, je lui dis, mais vous faites tout pour le sortir de là. En gros, je commençais à leur dire, bon, vous allez vous sortir, alors qu'ils ont super bien fait leur boulot. Mais là, je commençais à leur dire, faites tout, sinon moi, j'arrive, je prends ma voiture, dans 1h30, je suis là, Je vais le moi, je réveiller, vais hein, moi tout je vais le faire pour le porter. lever, mon cheval, en fait, Moi s'il j'ai fait faut. du water polo. Voilà. C'était vraiment, je dis vraiment, mon cheval, vous faites tout. Il dit oui, oui, on suit ses constantes et machin et tout ça, etc. On fait tout, mais bon, sachez que c'est qui tout double. Je dis donc c'est qui tout double, c'est il s'en sort ou il s'en sort pas. Voilà, c'est ça, il s'en sort ou il s'en sort pas. Demain il est là ou demain il est plus là. Ok. Et là on a raccroché sur ça et alors là j'ai passé la nuit en me disant soit mon cheval s'en T'as de sort, nouveau pas soit mon cheval dormi. s'en sort pas. Et là c'est affreux. Ah oui. Et alors, j'ai pas dormi. J'ai lu 4 thèses sur l'anesthésie. C'est... J'ai passé la nuit à lire toutes les thèses sur l'anesthésie, sur comment un cheval pouvait mieux appréhender l'anesthésie. Enfin, voilà, tout ça, le pourquoi du comment. Et À te raccrocher à ce que tu pouvais, quoi. voilà, essayer de savoir. Et... et je me dis, mince, et mince, et mince. Et en sachant qu'en plus, il peut avoir d'autres complications post-op en plus. Du coup, il fait un œdème Mm. pulmonaire. Ça veut dire que c'est dans les poumons, c'est respiratoire. Peut-être qu'il va avoir les poumons explosés, peut-être qu'il va même plus pouvoir respirer normalement. Je dis, mais là, en fait, je viens de faire une bêtise, quoi. Je voulais pas que mon cheval soit handicapé à vie, mais ça se trouve, il pourra plus bien respirer normalement, quoi. Et là, je me suis dit, non, j'aurais pas dû, quoi. Enfin, il aurait Mm. peut-être mieux valu que j'arrête ça, quoi. J'ai presque regretté de l'avoir opéré. À ce moment-là, ouais, tu regrettes? Ouais, à un moment donné, dans la nuit, je me suis dit, peut-être que j'aurais pas dû l'opérer parce que la complication, peut-être qu'il va pas s'en sortir et qu'il meurt dans cette situation-là.
et de me dire, voilà, et de me dire, je vais aller revoir mon cheval pour aller chercher ses crins et pour avoir un petit souvenir de lui. J'avais pas envie d'avoir à voir mon cheval comme ça. Mmh. Et je me dis, en fait, non, j'aurais dû pas le faire, en fait. J'ai presque regretté. Et c'est vraiment, j'ai pas dormi une seule minute de la nuit. C'est vraiment, c'est affreux, hein. J'ai passé mon temps à compter les minutes, les secondes. Et voilà, et je me dis, j'appelle pas, j'appelle pas. Et j'avais envie de les appeler toutes les heures, hein, pendant la nuit, mais je dis, je vais les laisser tranquilles. Ils sont en équipe de nuit, donc on sait qu'il y a moins de monde. Et à 6 heures, bah, je les ai appelés, Tu hein. craqué. À 6 heures, j'ai appelé, je dis, voilà, je dis, je veux savoir mon cheval, est-ce qu'il est toujours vivant? J'ai dit, est-ce qu'il est toujours vivant? Je veux même pas savoir s'il était sorti du réveil ou pas, je veux est-ce qu'il est toujours vivant? Elle me dit, oui, oui, il est vivant, il est même debout. J'ai fait, ah! Mais il est toujours en salle de réveil. J'ai fait, ah! Elle me dit, donc c'était la personne qui avait fait la nuit avec lui et qui m'a tout expliqué. Du coup, elle m'a dit, voilà, à minuit, ils l'ont levé avec le harnais Mmh. et qui tout double Donc de parce qu'en force. gros, il n'avait plus aucune constante qui allait. Voilà, c'était parce qu'ils ont retardé le plus longtemps possible parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une mauvaise réaction au harnais parce qu'on les soulève vraiment très haut et avec sa fracture, c'était Mmh. compliqué et ils ne savaient pas comment ils pouvaient réagir et c'était Il quand y en même a un qui gros paniquent encore cheval. plus. Donc voilà, donc ils se disent ah, c'est un cheval, donc ils se disent non, ils n'étaient pas voilà et elle m'a dit on l'a levé au harnais mais votre cheval il a été vraiment extra. On dirait qu'il avait compris que c'était sa chance. Et il est resté calme, posé. Et voilà. Donc là, quand je l'ai eu à 6 heures du matin, il avait toujours le harnais sous lui pour l'aider à se porter. Parce que du coup, comme il a été couché longtemps, il était en myosite. Donc il n'arrivait plus à se tenir debout. Musculairement, il était Myosite, c'est les épuisé. muscles qui perdent leur efficacité Qui musculaire. sont contractés, voilà. Ouais, c'est comme un coup de sang, mais c'est un coup de Oui, sang en version musculaire, quoi. c'est Enfin, un coup de c'est sang. un coup de sang. Mais voilà, c'est un coup de sang. Mais les muscles peuvent plus fonctionner. Du coup, il peut plus marcher, il peut plus bouger. Et voilà. Ouais, il est debout, il a toujours le harnais parce que bah, il est en myosite, voilà, ça le soutient. Elle m'a dit il est debout. Voilà. Après, elle m'a dit au niveau de ses constantes, voilà, on verra quand le chirurgien reviendra tout à l'heure. Et mais en tout cas, il est debout. Ok. Donc déjà, ça allait mieux. Je me dis c'est bon. Déjà, il est debout, il commence à être réveillé. Voilà, c'est bon. Voilà, je me dis ça va peut-être le faire finalement. J'étais déjà un peu plus soulagée. Et là, après, à 9 heures, c'est le chirurgien qui m'a appelé, qui m'a dit votre cheval rentre au box, c'est bon. Et là, je l'ai fait répéter 3 fois. Je dis vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est bon? Il dit oui, oui, c'est bon. Il dit par contre, bon, il rentrera pas ce week-end, on va le garder parce que du coup, avec son œdème pulmonaire, il y avait un risque d'infection, comme il avait la plèvre qui était atteinte. Donc, il pouvait avoir des complications au niveau bactéries, etc. Donc, il fallait le laisser le plus surveillé. Il était sous antibiothérapie et tout ça pour ça. Donc voilà, donc là c'était bon. Et de suite j'ai dit je peux venir le voir quand? Elle me dit vous pouvez venir quand vous voulez. Donc j'ai pris la voiture et je suis allée le voir direct. C'est ton jour de congé le L'après-midi mercredi, quoi. du coup. Ouais, ben mercredi, jour des enfants, ça tombait bien. Donc du coup voilà, je suis allée le voir. Et voilà, quand je suis allée le voir, on avait tous les deux des têtes de momies. On était tous les deux crevés. Mais voilà, et il a eu le droit de remanger quand je suis arrivée, donc un peu de foin et tout. Mhm. Et ce qui est marrant, c'est oui, quand je suis arrivée et que j'ai dit que je cherchais Tinkas, il a entendu ma voix et j'ai entendu un cheval gratter à la porte. C'était lui qui grattait à la porte, il donnait des coups dans la porte, genre je suis là. Et ça m'a touchée, j'ai fait oh, Oh. il m'a entendu et voilà quoi. Et j'ai dit bah voilà, le revoir debout, euh, voilà, avec son œil qui va bien et qui me demande des carottes et des pommes. J'ai dit ah, c'est bon quoi, il est là, il est encore là. Et c'est là, j'ai dit c'est bon. J'ai dit, le plus dur est passé, en fait. Là, c'était Ouais. vraiment, voilà. Ouais, ouais, c'était vraiment... C'est ce que tu t'es dit. À ce moment-là, tu t'es dit le plus dur est passé ou c'était une réalité à ce moment-là, le plus dur était passé? Pour moi, c'était le plus dur. Ça a été vraiment le plus dur parce Ouais. que bah, j'ai failli le perdre, Tinkas. Et voilà, comme que je t'ai dit au début, Tinkas, je l'ai acheté après le décès de mon père. Et enfin, Mm. j'ai comme un truc qui me dit que c'est mon père qui me l'a mis sur mon chemin, tu vois. Parce que je pense que ça aurait été le genre de cheval qu'il aurait aimé. Et, euh, et en fait, de perdre Tinkas, c'était comme perdre une deuxième fois mon père, en fait. Mhm. Et le fait de l'avoir, de me dire au pire c'est pas grave, je le mets en peluche dans un pré, ce sera ma peluche dans un pré que j'irai brosser tous les jours s'il faut. En fait, c'était ça.
Et je me dis, en fait, c'est vraiment là que je me suis rendu compte, c'est pas du sport que j'ai besoin, c'est de mon cheval. Voilà, je Mhm. dis le sport est un bonus avec mon cheval. De partager une passion du sport avec mon cheval, c'est super, mais de vivre avec mon cheval, c'est ça essentiel, quoi. C'est le plus important. Scrunch, scrunch, scrunch. Oui, c'est la Audrey du montage. Je suis désolée de vous annoncer que cet épisode va se couper sur ce cliffhanger de la mort qui tue par Clémence. Vous avez eu dans ce premier épisode, du coup, comment l'accident de Tinkaz s'est produit et quelles ont été les suites, quelles ont été l'opération qui a été faite sur Tinkaz. Et Clémence a beaucoup parlé des suites post-opératoires et de la remise au travail après de son cheval. Du coup, j'ai choisi de couper cet épisode en deux pour rester dans des durées d'épisodes qui sont agréables à écouter pour vous. Je vous propose donc de vous retrouver la semaine prochaine pour découvrir la suite de l'épisode de Clémence et de son histoire avec Tinkaz. Et dans cette suite de l'épisode, elle nous parlera en fait de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé après l'opération, par quoi elle est passée, par quoi Tinkaz est passée, mais surtout comment est-ce que Clémence l'a vécu émotionnellement. Et vous l'aurez compris, Clémence ne nous fait pas les choses à moitié, ça a été intense émotionnellement pour elle comme pour son cheval. J'espère que cette première partie d'épisode vous a plu, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Bonne journée! Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!